Combien de poids un seul souvenir peut-il porter? Combien de secrets une simple image peut-elle contenir avant de s'effondrer? Regardez attentivement cette photographie. À première vue, c'est une scène d'une tendresse presque banale, un moment volé à la cruauté du monde. Un père, assis sur le bord d'un lit modeste, lit une histoire à son jeune fils. La lumière est douce, peut-être celle d'une fin d'après-midi d'été. Le garçon est captivé, son visage tourné vers son père, tandis que le père pointe quelque chose sur la page. Nous sommes à Marseille, durant l'été étouffant de 1943. Le père s'appelle Étienne. Le garçon, c'est Léo. Ce qu'ils ignorent, ce que la personne qui tient l'appareil photo, la mère de Léo, Élise, ne peut pas savoir, c'est que c'est la dernière fois. C'est le dernier moment de paix. Le lendemain matin, à l'aube, Étienne aura disparu, parti pour toujours. Cette photographie n'est pas l'histoire d'un départ, c'est l'histoire d'un secret. Car dans le calme de cette petite chambre, tandis qu'il lit des mots de chevalier et d'aventure, Étienne garde un secret si lourd qu'il consume son présent et redessinera l'avenir de tous ceux qu'il aime. Il n'est pas seulement un père lisant une histoire, il est un fantôme en devenir, un homme vivant ses dernières heures de normalité. Restez avec moi, et je vous promets que d'ici la fin de cette histoire, vous ne verrez plus jamais cette photo de la même manière. Vous ne verrez plus un père, mais un héros invisible au bord du précipice. Vous comprendrez le véritable prix du silence et le courage infini caché dans les adieux qui n'ont jamais été dits. Notre mission, sur cette chaîne, est de redonner vie à ces moments oubliés, de donner une voix à ceux que l'histoire a rendus invisibles, ces héros du quotidien dont les sacrifices sont restés dans l'ombre. Si vous croyez que chaque photographie ancienne est une porte vers une leçon perdue, une leçon dont notre présent a désespérément besoin, alors faites-le maintenant. Abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur j'aime. C'est un geste simple et gratuit, mais il nous permet de continuer ce travail de mémoire, d'honorer des vies comme celle d'Étienne, un homme dont le nom n'est gravé sur aucun monument, mais dont l'histoire mérite d'être racontée. Pour comprendre le secret d'Étienne, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il respire, ou plutôt suffoque. Marseille, 1943. Ce n'est plus la porte ensoleillée de la Méditerranée, la ville cosmopolite et vibrante. C'est un piège. Depuis novembre 1942, la zone libre n'existe plus. L'armée allemande a envahi le sud et Marseille, avec son port stratégique, est devenue une ville sous haute tension. L'air est épais, non seulement de la chaleur estivale, mais de la peur. La Gestapo et la milice française, leurs collaborateurs zélés, ont des yeux et des oreilles partout. Le quartier du Vieux-Port, ce labyrinthe historique de ruelles étroites, a été vidé de ses habitants et dynamité par les Allemands en janvier. Une cicatrice béante au cœur de la ville, un avertissement brutal, personne n'est à l'abri. Vivre à Marseille en 1943, c'est vivre avec des fantômes et des prédateurs. C'est apprendre à marcher en baissant les yeux, à ne faire confiance à personne, pas même à son voisin. C'est faire la queue pendant des heures pour un morceau de pain rassis ou quelques légumes racines, avec des tickets de rationnement qui valent de moins en moins. C'est voir les soldats de la Wehrmacht patrouiller sur la Canebière, leurs bottes résonnant sur les pavés comme un compte à rebours. C'est vivre dans la crainte constante des rafles. Un mot de travers, un regard suspect, un accent étranger, et votre monde bascule. La ville est un point de transit pour les réfugiés désespérés qui cherchent à fuir l'Europe. Mais c'est aussi une souricière. C'est dans cette atmosphère empoisonnée qu'Étienne et sa femme, Élise, tentent d'élever Léo, leur fils de 6 ans. Ils vivent dans un petit appartement de 2 pièces dans le quartier du Panier, juste au-dessus du port dévasté. Avant la guerre, Étienne était typographe, un homme méticuleux, un artisan qui aimait l'ordre des lettres, la sensation du plomb sous ses doigts et l'odeur de l'encre. C'était un homme calme, observateur, un homme de peu de mots mais d'une grande profondeur. La guerre, cependant, change la nature des hommes. Elle transforme les typographes silencieux en quelque chose de radicalement différent. Élise, c'est elle qui tient l'appareil photo. C'est son regard que nous empruntons. Un regard plein d'amour, mais aussi d'une inquiétude qu'elle n'ose pas formuler. Elle est le cœur battant de la famille. C'est elle qui transforme un chou rave bouilli en un festin imaginaire, qui rapièce les vêtements usés jusqu'à la corde, qui invente des jeux pour Léo afin de masquer le bruit des sirènes. Elle voit son mari devenir plus silencieux, plus distant. Elle voit les ombres sous ses yeux, la façon dont il sursaute au moindre bruit dans l'escalier. Elle met cela sur le compte du stress, de la faim, de la peur ambiante qui ronge tout le monde. Elle ne pose pas de questions. Poser des questions, à Marseille en 1943, est un luxe dangereux, un luxe que personne ne peut se permettre. Elle se contente de l'aimer, farouchement, en silence. Et puis il y a Léo. Pour Léo, le monde est encore un lieu de magie, mais la magie est devenue sombre. Les soldats gris, dans les rues, sont les ogres des contes de fées. Le couvre-feu est la règle du loup-garou qui sort la nuit. Il ne comprend pas la guerre, seulement que son père lui demande de jouer à des jeux de silence de plus en plus souvent.
Il ne comprend pas la fin, seulement que le chocolat est devenu un souvenir lointain. Son père est son héros, son univers. Revenons à cette photo. C'est la fin d'une longue journée de juillet. La chaleur est écrasante. Moite, la fenêtre de leur petit appartement est ouverte, mais l'air qui entre n'apporte aucun soulagement. Il apporte seulement les bruits étouffés de la ville occupée. Le lointain grondement d'un camion militaire, un cri bref, le silence pesant qui suit. Étienne est rentré tard. Il sent la sueur et une odeur métallique. Une odeur qu'Élise associe à son ancien atelier d'imprimerie. Il a l'air épuisé, plus vieux que ses 30 ans. Mais quand Léo lui tend son livre favori, une vieille copie usée des Contes de Perrault, son visage s'adoucit. Il s'assied sur le lit. C'est ce moment qu'Élise choisit d'immortaliser. Elle utilise l'une des dernières pellicules qu'il lui reste, une pellicule qu'elle gardait pour un moment important. Elle ne sait pas à quel point ce moment est le plus important de tous. Regardez le visage d'Étienne. Regardez de plus près. Il lit, sa bouche forme les mots « peau d'âne » ou « le petit poucet ». Mais ses yeux ne sont pas vraiment sur la page. Il y a une concentration, oui, mais aussi une distance infinie. Son esprit n'est pas dans la forêt du conte de fées. Il est dans une cave sombre, de l'autre côté de la ville. Il est en train de régler les détails d'une presse à imprimer clandestine, car le typographe silencieux, Étienne, est devenu un faussaire. Il n'imprime plus de livres, il imprime de faux papiers d'identité, de fausses cartes de rationnement, de faux certificats de baptême. Il est un maillon essentiel d'un réseau de la résistance. Le réseau Hirondelle, qui se spécialise dans l'exfiltration d'enfants juifs et de familles de réfugiés vers la Suisse ou l'Espagne. Le secret qu'il détient, à l'instant précis où cette photo est prise, est terrifiant. Il ne lit pas seulement une histoire à son fils. Il lui dit au revoir, sans les mots, car dans la poche de la chemise qu'il porte sur cette photo, sous le livre, se trouve un autre papier. Pas un conte de fées. C'est une liste, la liste de 3 familles, 7 personnes, dont 4 enfants, qu'il doit rencontrer et guider cette nuit-là même vers un camion de poissonniers qui les sortira de la ville. C'est une opération à haut risque. Une trahison a été suspectée dans le réseau. Le contact qui devait fournir le camion n'est pas sûr. Étienne le sait. Il sait qu'il marche vers un piège possible. Mais il sait aussi que s'il n'y va pas, ces 7 personnes seront arrêtées à l'aube. Il lit à son fils une histoire de courage et de monstre, tout en se préparant à affronter les siens. Il est là, dans cette bulle de lumière chaude, mais il est déjà parti. Il est un père lisant une histoire, et en même temps, il est un homme qui marche sur une corde raide au-dessus d'un abîme. Il ne sait pas que cette photo sera la seule chose qui restera de lui, le dernier testament de l'homme qu'il était, avant que la nuit ne l'avale. Le livre se ferme. Le son du carton épais se refermant sur le papier est anormalement fort dans le silence de la petite chambre. C'est un son d'une finalité absolue. Le conte de peau d'âne est terminé. Léo, blotti contre son père, laisse échapper un bâillement, ses paupières lourdes luttant contre le sommeil. Sur la photo, nous voyons la tension. Ce que nous n'entendons pas, c'est ce qui vient juste après, le silence d'Étienne. Il ne bouge pas pendant 1 seconde, peut-être 2. Il essaie de graver ce moment dans sa mémoire, de capturer l'odeur de son fils, la chaleur de sa petite main posée sur son avant-bras, le rythme de sa respiration qui ralentit. C'est un homme qui tente de mémoriser un rêve, sachant que l'aube arrive. « Encore une, papa », murmure Léo, déjà à moitié endormi. Étienne secoue doucement la tête. « C'est l'heure de dormir, mon grand. Les chevaliers doivent se reposer. » Il borde son fils. Un geste simple, mécanique, qu'il a fait 1000 fois. Mais ce soir, chaque pli du drap est un effort, chaque geste est un adieu. Il se penche pour embrasser son front, mais s'arrête et pose sa joue contre celle de Léo. Il ferme les yeux, juste un instant. Il respire. Il essaie de puiser dans cette innocence assez de force pour ce qui l'attend dehors. « Bonne nuit, Léo. » Sa voix est un peu rauque. « Bonne nuit, papa. » Léo se retourne, le dos tourné à son père, et plonge dans le sommeil avec l'abandon total de l'enfance. Il ne sait pas que ce « bonne nuit » est en réalité un adieu. Étienne se relève lentement, comme un vieil homme. Son corps est lourd de non-dits. Dans l'encadrement de la porte, Élise le regarde. Elle a rangé l'appareil photo, cet objet magique qui vient de voler leur dernier moment. Elle ne sourit pas. Son visage, si souvent une source de lumière pour lui, est tendu d'une inquiétude qu'elle ne peut plus cacher. Elle a vu son silence après la lecture. Elle a vu la façon dont il a serré Léo. « Tu sors encore ?» Sa voix n'est pas un reproche. C'est une supplication déguisée. « Reste !» Il s'approche d'elle. Il ne peut pas lui mentir. Pas vraiment. Il ne peut que lui dire des demi-vérités. « Je dois. C'est pour l'imprimerie. Un ancien client. Il me doit de l'argent. Le mensonge est faible. Il le sait. L'argent. À quoi bon l'argent quand la ville est affamée? Mais c'est le seul prétexte qu'ils ont. » Elle hoche la tête, n'acceptant pas l'excuse, mais acceptant sa décision. C'est leur contrat silencieux. Il fait ce qu'il doit faire, et elle ne pose pas de questions qui pourraient les mettre tous en danger. Il met sa main sur sa joue. Elle est si fatiguée. La guerre l'a privée de sa jeunesse. Il veut lui dire. Il veut lui crier qu'il l'aime,
qu'il est désolé, qu'il fait tout cela pour eux, pour un monde où Léo pourra grandir libre. Il veut lui donner des instructions, lui dire où est caché le peu d'argent qu'il a, qui contacter si il ne dit rien. Il l'embrasse sur le front, comme il a embrassé son fils. Un baiser de protection, un sceau. Verrouille bien, dit-il simplement. Je ne serai peut-être pas rentré avant l'aube. Elle le regarde une dernière fois, ses yeux mémorisant son visage, tout comme il a mémorisé celui de Léo. Sois prudent, Étienne, c'est tout. Il prend sa veste fine, usée au coude, vérifie la liste dans sa poche et glisse la main sur une autre poche où repose un petit objet en métal, froid et dur. Pas une arme. Quelque chose de bien plus précieux pour lui. Un composteur. Un outil de son ancien métier. Modifié pour gaufrer un cachet officiel sur de faux papiers. La porte de l'appartement se ferme. Le son du verrou qui tourne derrière lui est le deuxième son de finalité de la soirée. La chaleur et la lumière de sa famille sont derrière lui. Devant lui, c'est la nuit. Marseille, après le couvre-feu de 22 heures, est une autre ville. C'est un décor de théâtre abandonné où les seuls acteurs sont les chasseurs et les proies. Il descend les escaliers de son immeuble, 4 à 4, sans faire de bruit. Il n'est plus Étienne le père. Il est Plume, son nom de code dans le réseau Hirondelle. Dehors, l'air est plus frais, mais il est chargé de l'odeur de la mer et de la peur. Il se plaque contre les murs, se déplaçant dans l'obscurité. Les ruelles du panier sont un labyrinthe, mais c'est son labyrinthe. Il l'a arpenté toute sa vie. Il sait quelle porte grince, quel passage est surveillé, où se cacher si une patrouille approche. Le silence est son armure. Être typographe lui a appris la patience, la méticulosité, l'art de se concentrer sur des détails infimes. La résistance lui a appris à appliquer ses compétences à la survie. Son travail de faussaire n'est pas un acte de rébellion flamboyant. C'est un travail d'artisan. Dans une cave humide, sous une librairie fermée, éclairée par une unique lampe à pétrole, il mène une guerre silencieuse. Sa presse n'imprime pas de tracts appelant à la révolte. Elle imprime la vie. Elle transforme Rachel Cohen en Marie Fournier. Elle donne à David Lévy, 6 ans, le droit d'exister, de prendre un train, de ne pas être arraché à ses parents. Étienne est un homme qui déteste le mensonge, mais il est devenu le plus grand menteur de Marseille. Il ment pour corriger le mensonge monstrueux de l'occupation. Il utilise son art de l'ordre, l'alignement parfait des caractères, le bon grammage du papier, le cachet exact de la préfecture, pour combattre le chaos, pour redonner une identité à ceux que le régime veut effacer. Mais ce soir, ce n'est pas la technique qui le préoccupe, c'est la trahison. Il marche vite, évitant les flaques de lumière projetées par la lune. Le réseau Hirondelle est petit, mais efficace, composé de gens improbables, une institutrice à la retraite qui cache les enfants, un prêtre qui fournit de vrais certificats de baptême vierge, un docker communiste qui connaît les horaires des gardes du port. Et puis, il y avait Renard, un passeur, un homme des montagnes, qui connaissait les chemins vers l'Espagne. C'est Renard qui a organisé l'opération de ce soir. Et Renard n'a pas donné de nouvelles depuis 3 jours. Le point de rendez-vous est une ancienne tonnellerie près de la Joliette. L'odeur de vin aigre et de bois moisi flotte dans l'air. Il donne le code. 3 coups brefs, un long, un bref. La porte s'ouvre sur une obscurité totale. Il entre. Mathilde, l'institutrice, est là. Son visage habituellement doux et dur comme de la pierre. Pascal, le docker, fume une cigarette, la braise éclairant ses yeux inquiets. « Il est venu, dit Pascal, sa voix basse. »« Qui » demande Étienne, le cœur serré. « Un homme de Renard. Il y a 1 heure. Il a dit que le plan était avancé. Le camion partira à 3 heures du matin, pas 4 heures. Et l'emplacement a changé. » Le sang d'Étienne se glace. C'est le manuel classique de la Gestapo. Changer les détails à la dernière minute, créer la confusion, la panique, isoler les membres du réseau. « Où est Renard » demande Étienne. Mathilde secoue la tête. Personne ne sait. L'homme de Renard dit qu'il est déjà parti préparer le passage de l'autre côté. C'est un mensonge. Renard ne part jamais avant que les familles ne soient en route. Le piège n'est plus une possibilité, c'est une certitude. La tonnellerie, leur planque si sûre, ressemble soudain à une tombe. C'est un guet-apens, Plume, dit Pascal en écrasant sa cigarette. Les Allemands ou la milice nous attendent. Ils veulent tout le réseau. On doit annuler. On doit disparaître. Mathilde acquiesce, les larmes aux yeux. On doit sauver les familles, dit-elle. Mais pas comme ça. On ne peut pas t'envoyer à l'abattoir. Étienne reste silencieux. Il sent le poids de la liste dans sa poche. 7 noms. 4 enfants. La plus jeune a 4 ans. Annulés, c'est les condamnés. Ils sont cachés dans une cave, attendant un sauveur qui ne viendra pas. Au petit matin, lors de la prochaine ronde, ils seront trouvés. S'ils annulent, ces 7 personnes sont mortes. S'il y va, il est probablement mort. Il regarde ses mains. Des mains d'imprimeur, tachées d'encre. Il pense à Léo, endormi en toute sécurité dans son lit.
Il pense à la photo prise par Élise, une image de paix, et il comprend que cette paix n'est pas gratuite. Elle s'achète avec des sacrifices. Il ne peut pas vivre dans un monde où il laisse mourir 4 enfants pour sauver sa propre peau. Il ne pourrait plus jamais regarder son fils en face. Il relève la tête. Son visage est calme, celui du père qui lisait une histoire il y a à peine 1 heure, mais ses yeux sont ceux d'un soldat. « Où est le nouvel emplacement ?» demande-t-il. Pascal lui dit « Un entrepôt désaffecté près des quais, un endroit sans issue, parfait pour une rafle. Je ne peux pas y envoyer les familles. » dit Étienne. « Mais je dois y aller, je dois savoir, je dois essayer de les avertir. »« Étienne ? C'est du suicide !» s'écrie Mathilde. Il sort le petit composteur de sa poche. « Si je ne reviens pas d'ici 1 heure, dit-il à Pascal, prenez ceci, c'est la seule chose qui compte. Allez à la cage des familles. Utilisez les papiers de secours. Sortez-les par les égouts. Vous connaissez le chemin. » Il donne à Pascal les faux papiers qu'il avait préparés. Il garde sur lui la liste, mais rien d'autre de compromettant. Il va marcher droit dans le piège, en espérant attirer les loups sur lui, pour donner aux autres le temps de s'enfuir. Il devient l'appât. « Non, dit Pascal, j'y vais. Tu ne sais pas comment avoir l'air perdu, dit doucement Étienne. Moi, si, et tu dois t'occuper d'eux, tu dois les sauver. Moi, je vais juste gagner du temps. » Il regarde Mathilde. « Dites à Élise, dites-lui que j'ai été retenu pour le travail. C'est leur dernier mensonge. » Il serre la main de Pascal, hoche la tête vers Mathilde et se retourne. Il ouvre la porte de la tonnellerie. Il n'hésite pas. Il sort dans la nuit, seul, marchant vers sa propre fin, portant le souvenir d'une histoire pour enfants comme une armure. Le père de la photographie s'est effacé. Il ne reste que Plume, l'hirondelle, qui vole délibérément dans les filets du chasseur. La nuit de Marseille n'est pas une simple absence de lumière, c'est une entité vivante, huileuse et lourde, qui s'infiltre dans vos poumons. L'air sent le sel, le poisson pourri et le métal froid. Pour Étienne, chaque pas qui le rapproche de l'entrepôt des quais est un pas de plus vers la fin. Il n'est plus Plume, l'artisan agile de la résistance. Il n'est plus Papa, le conteur d'histoire. Il est quelque chose entre les deux, un sacrifice en marche. Il se déplace avec une clarté terrifiante, une précision de typographe qui ajuste son dernier caractère de plomb, sachant qu'il n'y aura pas de correction possible. L'image de la photographie, prise il y a à peine quelques heures, est brûlée derrière ses paupières. Le visage de Léo, si confiant, si innocent, n'est pas un poids qui le retient. C'est le vent qui le pousse en avant. Il comprend que la tendresse de cette scène, cet amour pur, ne peut exister dans un monde gouverné par ceux qui le chassent. Cette tendresse doit être défendue. Et ce soir, le seul bouclier qu'il lui reste, c'est lui-même. Il ne pense pas à la mort, il pense au temps. Chaque minute qu'il passe à marcher vers ce piège est une minute gagnée pour Pascal et Mathilde. Il imagine leurs mouvements. Pascal, récupérant le composteur, les faux papiers, se déplaçant dans l'ombre vers la cage des familles. Mathilde, murmurant aux enfants de ne pas avoir peur, leur expliquant que c'est un nouveau jeu de silence. Il compte dans sa tête. 20 minutes pour qu'ils atteignent la cave, 10 minutes pour rassembler tout le monde, calmer le bébé, 30 minutes de marche dans l'obscurité jusqu'à l'entrée des égouts. Il a besoin de leur acheter au moins 1 heure. 1 heure, c'est le prix de cette vie. Il serre les poings. 1 heure, contre sa vie. L'échange lui paraît presque juste. La zone des docks est un cimetière de grues et de caisses. Les bombardements alliés et le sabotage allemand ont laissé des cicatrices partout. C'est un terrain de jeu parfait pour une embuscade. L'entrepôt désigné se dresse au bout d'une jetée. Isolé, une seule ampoule jaunâtre brûle au-dessus de sa grande porte coulissante. C'est une invitation grossière, un phare pour les papillons de nuit condamnés. Étienne s'arrête dans l'ombre d'un wagon de marchandises à l'arrêt. Il observe. Il n'y a pas de camion de poissonnier. Bien sûr, il n'y a rien, juste un silence anormal. Pas de garde portuaire, pas de chat errant. La lune éclaire une Citroën noire, la voiture de prédilection de la Gestapo et de la milice, garée dans une ruelle adjacente. Presque invisibles. Ils sont là, ils l'attendent. Il aurait pu faire demi-tour, se fondre dans la nuit marseillaise, disparaître, essayer de retrouver Élise et Léo et de fuir la ville. Mais il sait ce que cela signifierait. La trahison de Renard ne se limite pas à ce soir. Ils ont son nom. Ils savent où il vit. S'ils fuient, ils iront chez lui. Ils trouveront Élise et Léo. Le piège n'est pas seulement dans cet entrepôt. Il s'est refermé sur toute sa vie. En entrant dans cet entrepôt, il n'attire pas seulement le feu sur lui, il le détourne de sa famille. Il fait de lui-même la fin de l'histoire. C'est son dernier acte de protection en tant que père. Il prend une profonde inspiration, retenant l'odeur de la mer une dernière fois. Il sort de l'ombre, il ne court pas, il marche. Il marche comme un homme fatigué, un ouvrier qui s'est trompé de chemin, exactement comme il l'avait dit à Pascal. Il s'approche de la grande porte en métal. Elle est légèrement entr'ouverte. Il la pousse. Le grincement du métal sur le béton résonne dans la nuit comme un cri. L'intérieur est caverneux, rempli de sacs de grains éventrés et de filets de pêche enchevêtrés. L'odeur de moisissure et de rats est suffocante. La faible lumière de l'extérieur ne pénètre que de quelques mètres. Au centre de l'espace, une lanterne est posée au sol, illuminant un petit cercle. Renard appelle Étienne, sa voix étonnamment stable. « Entrez,
Plume. La voix ne vient pas de l'obscurité, mais d'en haut. Des projecteurs s'allument soudainement, l'aveuglant, le clouant sur place. Il lève la main pour protéger ses yeux. Des silhouettes descendent d'une mezzanine. Des hommes en uniforme sombre de la milice, armés de mitraillettes. Leurs visages sont durs, jeunes, français. Et devant eux, 2 hommes. Le premier, c'est Renard. Il n'est pas le montagnard fier et rude qu'Étienne connaissait. Il est brisé. Son visage est tuméfié, un de ses bras pend bizarrement. Il ne peut pas croiser le regard d'Étienne. Le second homme est l'opposé, grand, mince, dans un costume civil impeccable. Il fume une cigarette dans un long fume-cigarette. C'est Klaus Schmidt, le chef local de la Gestapo, connu pour sa courtoisie glaciale et son efficacité sadique. Il sourit, un sourire qui ne touche pas ses yeux bleus et froids. Étienne Martel, 30 ans, typographe, résident au 12, rue des Petits Puits, marié à Élise. Un fils, Léo, 6 ans. Schmidt parle un français parfait, presque sans accent. Et faussaire, nom de code Plume. Vous voyez, nous savons tout. Merci à notre ami ici présent. Il tapote la joue de Renard qui frémit. Étienne reste immobile. Le fait qu'ils aient à son adresse les noms de sa famille confirme sa décision. Il est le paratonnerre. La comédie est terminée, continue Schmidt, s'approchant. Vos amis ne viendront pas. Nous le savons. Mais les familles, les Juifs que vous deviez faire passer, ils sont toujours en ville. Où sont-ils? Étienne regarde Schmidt. Il ne ressent pas de peur, seulement une sorte de dégoût froid. Il pense à l'encre sur ses doigts, utilisée pour créer de l'espoir. Ces hommes utilisent des mots pour détruire. Il secoue la tête. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Schmidt soupire, comme un professeur déçu. Étienne, ne compliquez pas les choses. Nous avons attrapé Renard il y a 3 jours. Il a été persuasif. Il nous a donné votre réseau. Mathilde, l'institutrice. Pascal, le docker. Et vous, le petit oiseau qui fait les papiers. Nous allons tous vous arrêter. Mais nous voulons les familles. C'est un ordre de Berlin. Marseille doit être propre. Donnez-les-nous, et je peux être clément. Je peux oublier l'adresse de votre femme et de votre fils. C'est le choix impossible. Le diable lui offre le marché qu'il était venu chercher. La sécurité d'Élise et Léo contre les 7 étrangers. Étienne regarde Renard, le traître. Il voit un homme qui a fait le choix inverse, qui a tout donné pour arrêter la douleur. Et il voit que Renard a tout perdu quand même, y compris lui-même. Puis Étienne pense à la photo, au père qu'il est sur cette image. Ce père ne vend pas des enfants pour sauver le sien. Ce père-là croit aux histoires qu'il lit, des histoires où le courage signifie protéger tout le monde, pas seulement soi-même. S'il parle, il sauve peut-être le corps de son fils, mais il détruit l'âme du père que son fils admire. Il détruit le monde pour lequel il se bat. Il baisse lentement la main qui protégeait ses yeux. Il regarde Schmidt droit dans les yeux. Le typographe silencieux a trouvé ses derniers mots. « Allez au diable », dit-il. Le sourire de Schmidt s'efface. C'est la fin de la conversation. « Dommage », dit-il. Il fait un signe de tête aux miliciens. Il veut gagner du temps. Montrez-lui ce que vaut son temps. Les hommes s'approchent. Étienne ne recule pas. Il se plante fermement sur ses jambes. Il ferme les yeux. Il n'est plus dans l'entrepôt puant. Il est assis sur le lit. La lumière est douce. Léo est blotti contre lui. Il sent la chaleur de son fils. Il entend le bruissement de la page qu'il tourne. C'est là qu'il est. C'est là qu'il restera. Le premier coup le frappe au visage. Il sent le craquement de son nez, le goût métallique du sang dans sa bouche. Il ne crie pas. Il s'accroche à l'image. Le deuxième coup le jette au sol. Il entend les bottes. Il pense à Pascal. Dans les égouts. Ils doivent être en sécurité maintenant. Ils doivent l'être. Il n'est plus un homme. Il est une horloge. Chaque seconde de douleur est une seconde de vie pour les autres. Il a fait son choix. Il a acheté leur temps. Et tandis que la conscience commence à le quitter, une dernière pensée claire émerge. Tu vois, Léo, papa est un chevalier, après tout. Le père de la photo est parti. Le héros est né. Le sol en béton de l'entrepôt est froid. C'est la première chose qu'Étienne sent. Un froid qui tente de s'infiltrer à travers sa chemise trempée de sueur et de sang. La douleur est une chose vivante. Une brume rouge qui obscurcit sa vision, mais il s'y accroche. La douleur signifie qu'il est encore en vie. La douleur signifie qu'il gagne encore du temps. L'image de Léo, blottie contre lui, est son encre. Il la maintient au centre de son esprit. Une petite flamme chaude dans une tempête de glace. Il n'est plus un homme, il est une forteresse. Et cette forteresse n'a qu'un seul trésor, le secret de l'emplacement des familles. Klaus Schmidt observe l'homme brisé à ses pieds, avec une irritation croissante. La brutalité de ces miliciens n'a produit que du sang et du silence. Cet imprimeur, cet homme ordinaire, aurait dû craquer il y a 1 heure. « Vous êtes un idiot, Martel », dit Schmidt. Sa voix basse et coupante. Il s'accroupit pour être au niveau du visage d'Étienne. Vous pensez que vous êtes un martyr, un héros de roman? Vous n'êtes rien. Vous êtes un insecte. Il se relève et fait signe à ses hommes d'arrêter. La violence physique a échoué. Il est temps pour la violence de l'âme. J'en ai assez, dit Schmidt en regardant sa montre. Il est presque 3 heures du matin. L'heure de votre rendez-vous raté. Votre sacrifice est inutile. Vos amis sont probablement déjà pris. Et maintenant, je vais tenir ma promesse. Il se tourne vers l'un des miliciens. Prends 2 hommes. Tu as l'adresse. 12,
rue des Petits Puits. Ramenez-moi la femme et l'enfant. S'ils résistent, ne vous embêtez pas à les ramener entiers. C'est le mot, le levier, le point de rupture qu'il cherchait. Étienne, qui était recroquevillé, tente de se relever. Un gémissement s'échappe de lui, un son animal. Non, c'est à peine un murmure. Non, pas eux. Laissez-les. Schmidt sourit. Enfin, il a trouvé la fissure. Oh, tu peux parler? C'est merveilleux. Alors, parle-moi, Étienne. Dis-moi où sont les Juifs. Dis-le-moi. Et mes hommes resteront ici. Ne le dis pas, et je te jure que d'ici 1 heure, tu entendras ta femme crier depuis la cour de la prison. Étienne lève la tête. Son visage est un masque de douleur, mais ses yeux brûlent d'une haine pure. C'est la haine d'un père protégeant sa couvée. Il regarde Schmidt, et il voit le vrai monstre des contes de fées. Et il sait ce qu'il doit faire. Il doit croire en Pascal. Il doit croire que son sacrifice n'a pas été vain. Il doit croire que le temps qu'il a acheté a été suffisant. Trop tard, souffle-t-il. Schmidt fronce les sourcils. Quoi? Ils sont partis, ment Étienne, priant pour que ce soit la vérité. Vous n'aurez personne. La fureur déforme le visage de Schmidt. Il lève sa botte et l'abat sur la main d'Étienne, la main qui tournait les pages du livre. Un craquement sec. Étienne hurle, cette fois un cri aigu qui se brise contre les murs de l'entrepôt. Où sont-ils? Crie Schmidt, mais Étienne ne répond plus. Il est retourné dans son sanctuaire intérieur. Il a perdu sa main, mais il a gagné ses dernières minutes. Schmidt, écumant, se tourne vers ses hommes. Partez! Maintenant! Allez me les chercher! Les 3 miliciens se précipitent hors de l'entrepôt, leurs bottes résonnant sur les pavés. Au même moment, au 12, rue des Petits Puits, Élise est assise dans le noir, près de la fenêtre. Elle n'a pas dormi. Elle ne peut pas. La promesse d'Étienne de revenir avant l'aube est devenue une menace. L'aube n'est plus qu'à 1 heure ou 2, et le silence de l'appartement est assourdissant. Léo dort dans son lit, paisiblement. Elle regarde le petit appareil photo sur la commode, l'objet qui contient leur dernier moment de bonheur. Elle a un pressentiment terrible, une boule de glace dans l'estomac qui lui dit que la vie telle qu'elle la connaît est terminée. Soudain, un bruit, pas dans la rue, dans l'escalier, des pas, mais pas les pas lourds et mesurés des patrouilles allemandes, des pas rapides, désespérés, qui montent 4 à 4. Elle retient son souffle, son cœur bat à tout rompre. Elle se précipite vers Léo, prête à le couvrir de son corps. On frappe à la porte, pas le coup brutal de la milice. C'est le code d'urgence du réseau. 3 coups brefs, un long, un bref. Le code qu'Étienne lui avait appris juste au cas où. Elle se fige. Ce code ne devrait jamais être utilisé. S'il est utilisé, cela signifie que le pire est arrivé. Elle court vers la porte. Ses mains tremblent si fort qu'elle peine à déverrouiller. Elle ouvre. C'est Pascal, le docker. Il est couvert de suie et d'une odeur d'égout. Ses yeux sont fous d'urgence. « Élise, ils l'ont, le monde bascule. »« Non, murmure-t-elle. »« Pas le temps, dit Pascal, la poussant doucement à l'intérieur et refermant la porte. « Écoute-moi, c'était un piège. » Renard a parlé. Étienne le savait. Il y est allé exprès. Il y est allé pour nous donner le temps de fuir. Les familles sont en route. Elles sont en sécurité. Mais il m'a envoyé pour vous. Il lui tend un paquet enveloppé dans du papier huilé. Il a préparé ça il y a des mois, au cas où. Ce sont de nouveaux papiers pour toi et Léo. Vous n'êtes plus Élise et Léo Martel. Vous êtes Marie et Luc Blanchard. Il y a de l'argent. Il y a une adresse à Grenoble, une maison sûre. Élise le regarde. Hébétée, elle ne peut pas assimiler l'information. Son cerveau refuse de comprendre. Partir? Mais, Étienne, nous devons l'attendre. Élise! La voix de Pascal est dure, la secouant. Il ne reviendra pas. Il l'a fait pour que vous puissiez vivre. Il a attiré la Gestapo sur lui pour qu'ils ne viennent pas ici. Mais ils viendront. Quand ils comprendront qu'ils ne parlent pas, c'est ici qu'ils viendront. Nous avons peut-être 10 minutes, peut-être moins. La réalité la frappe comme une gifle. La photographie, le baiser sur le front de Léo. Sois prudent. C'était un adieu. Il le savait. Il lisait une histoire à son fils tout en sachant qu'il ne le reverrait plus. Une nouvelle force, froide et féroce, la saisit, la force d'une mère. Elle n'est plus l'épouse en deuil. Elle est la gardienne de la dernière chose qui reste de lui. Elle court vers la chambre de Léo. Elle ne prend rien. Pas de vêtements, pas de souvenirs. Sauf une chose. Elle attrape l'appareil photo sur la commode et le glisse dans la poche de son manteau. « Réveille-toi, mon amour », murmure-t-elle à Léo endormi, le soulevant dans ses bras. « On va jouer à un nouveau jeu. Le jeu le plus silencieux du monde. » Léo, groggy, enfouit son visage dans son cou. Pascal ouvre la porte, vérifie le palier. C'est bon, par la ruelle, vite. Ils descendent en courant, 3 fantômes dans un escalier endormi. Au moment où ils atteignent la porte de la rue, ils l'entendent. Le bruit d'un moteur qui freine brusquement. Une voiture noire. La Citroën de la Gestapo. Les miliciens sont là. Merde! Siffle Pascal. Trop tard. Parlez-toi. Suis-moi. Ils remontent en courant, dépassant leur propre appartement, jusqu'au dernier étage, jusqu'à la petite échelle qui mène à la trappe du toit. Pascal la force. L'air frais de la nuit les frappe. Au-dessous d'eux, ils entendent le fracas de leur porte d'appartement, qui vole en éclats. « Marie !» crie Pascal.
utilisant son nouveau nom pour l'arrivée à la réalité. « Cours, ne t'arrête pas. Va jusqu'à la cheminée du bloc suivant. Il y a un passage, je les retiens. »« Quoi ? Non. Pascal ? Non. » Pascal lui sourit tristement. « Étienne a acheté le temps pour les familles. Moi, je l'achète pour la sienne. C'est juste. Maintenant, va !» Il la pousse. Elle court, serrant Léo contre elle, trébuchant sur les tuiles inégales sous la lune. Léo commence à pleurer. « Chut, mon amour, chut !» Derrière elle, elle entend la trappe du toit s'ouvrir. Des cris en allemand, un coup de feu, un seul, puis le silence. Elle n'ose pas se retourner. Elle continue de courir, les larmes aveuglant sa vision, serrant son fils et l'appareil photo. Elle est la seule gardienne de la mémoire. Étienne n'est plus, Pascal n'est plus. Le père de la photographie a disparu, avalé par la nuit marseillaise, pour que l'enfant de la photographie puisse voir l'aube. Courir sur les toits de Marseille n'est pas une fuite, c'est un vol brisé. Chaque pas d'Élise, non, de Marie, est un coup de poignard. Le son de ce coup de feu unique, sec et définitif résonne en elle, effaçant tout ce qui n'est pas l'urgence de survivre. Elle serre Léo si fort qu'il peut à peine respirer, son petit corps tremblant contre le sien. Le silence qui suit le coup de feu est plus terrifiant que le bruit. C'est le silence de la mort de Pascal. C'est le silence qui confirme le sacrifice d'Étienne. Elle a maintenant 2 fantômes qui la poussent en avant. Elle trouve le passage, une vieille cheminée qui mène à un escalier de service dans l'immeuble voisin. Elle descend dans l'obscurité totale, sentant le plâtre et la suie. Une main sur la bouche de Léo, l'autre glissée dans sa poche, crispée sur le métal froid de l'appareil photo. C'est tout ce qui lui reste. Un enfant et une image, un avenir et un passé. Pendant 2 jours, il se cache dans une cave à charbon, partageant un morceau de pain que Pascal lui avait glissé dans la poche. Léo, dans un état de choc, ne pleure pas. Il reste juste silencieux, jouant au jeu le plus silencieux du monde, avec une intensité qui brise le cœur de sa mère. Elle lui parle à voix basse, l'appelant Luc. Elle lui répète leur nouveau nom de famille, Blanchard. C'est une litanie, un sortilège pour effacer ce qu'ils étaient et devenir ce qu'ils doivent être pour survivre. Luc Blanchard. L'enfant finit par répéter Luc. Le nom de Léo est enterré dans la cave avec tout le reste. Utiliser les papiers qu'Étienne avait si méticuleusement préparés est une torture. Chaque fois qu'elle présente sa fausse carte d'identité à un soldat allemand ou à un milicien français à la gare Saint-Charles, elle a l'impression de trahir sa propre existence. Mais les papiers sont parfaits. Le cachet est juste. La photo est neutre. Le génie d'Étienne, son art silencieux, est leur bouclier. Il les protège une dernière fois, au-delà de la mort. Il monte dans un train bondé, malodorant, en direction de Grenoble, se fondant dans la masse des réfugiés et des voyageurs fatigués. Marie ne dort pas pendant 36 heures. Elle regarde le paysage français défiler, un pays qui n'est plus le sien, tout en tenant la main de son fils. L'adresse à Grenoble est celle d'un couvent. Des religieuses au visage de pierre les accueillent sans poser de questions. Marie Blanchard est enregistrée comme une veuve de guerre de Dunkerque, cherchant refuge. Elle et Luc passent le reste de l'occupation dans ce purgatoire silencieux, entouré de prières et de rationnement. Marie travaille aux cuisines, épluchant des légumes racines. Son esprit a des milliers de kilomètres. Elle attend une nouvelle qu'elle sait déjà. Elle attend un miracle qui n'arrivera pas. Elle regarde Luc grandir, le Léo en lui s'effaçant jour après jour, remplacé par ce garçon plus silencieux, plus méfiant, qui ne pose jamais de questions sur son père. Lorsque la libération arrive, en 1944, puis la fin de la guerre en 1945, ce n'est pas une explosion de joie. C'est un lent et douloureux retour à la lumière. Marie et Luc, comme des prisonniers libérés d'une cave, doivent réapprendre à marcher au soleil. Ils retournent à Marseille. La ville est en liesse, mais elle est aussi brisée, marquée par les cicatrices des bombes et les règlements de compte de la libération. L'air sent la liberté, mais aussi la vengeance. Elle remonte la rue des Petits Puits. Leur appartement est là, mais il n'est plus le leur. Une nouvelle famille y vit, des étrangers qui la regardent avec suspicion. Elle ne demande même pas à entrer. Il n'y a rien à y chercher. Elle cherche Pascal. Elle apprend qu'un docker communiste a été abattu sur les toits cette nuit-là, en tentant d'échapper à la milice. Elle cherche Renard. On lui dit qu'il a été retrouvé pendu dans sa cellule la veille de la libération de Marseille. Suicide. Mais tout le monde sait que c'est une exécution par d'autres prisonniers. Finalement, elle trouve Mathilde. L'ancienne institutrice a survécu, cachée à la campagne. Elle est vieille, frêle, mais ses yeux sont intacts. Elle s'assoit sur un banc face au vieux port reconstruit. C'est Mathilde qui lui raconte la fin. Le réseau Hirondelle a été décapité, mais les familles, ces 7 personnes, ont réussi à passer. Pascal a réussi. Le sacrifice d'Étienne n'a pas été vain. Quant à Étienne lui-même, Mathilde pose sa main ridée sur celle de Marie. Il n'a jamais parlé, Élise. Ils l'ont torturé dans l'entrepôt pendant des heures. Ils ont même menacé. Ils ont menacé de vous prendre, toi et le petit. Il n'a rien dit. Comment est-il mort ? Demande Marie, la voix à peine audible. Un milicien a parlé après la libération, pour sauver sa peau. Schmitt, le chef de la Gestapo,
l'a abattu lui-même dans la cour de la prison, juste avant l'aube. Il est mort en tant qu'Étienne Martel, enregistré comme terroriste. Ils n'ont jamais rendu le corps. Il n'y a pas de tombe, pas d'endroit où pleurer, juste un nom sur une liste de disparus. La transformation est complète. Élise Martel est morte avec Étienne. Marie Blanchard est celle qui a survécu. Son chagrin n'est pas une chose bruyante, c'est une fondation. C'est le sol dur sur lequel elle va reconstruire sa vie et celle de son fils. Elle ne se remariera jamais. Elle élèvera Luc avec une détermination farouche, lui inculquant l'amour des livres, la valeur de la vérité et une haine silencieuse pour l'oppression. Et la photographie, elle l'a gardée. Elle l'a sortie de l'appareil photo et l'a fait développer dans un petit studio après la guerre. L'image est devenue son sanctuaire secret. Pendant des décennies, elle est restée la seule personne au monde à comprendre le poids de cette scène. Les autres y verraient un père et son fils. Elle y voyait un adieu. Elle y voyait le moment précis où un homme ordinaire, un typographe silencieux, a pris la décision de devenir un héros. Elle a compris que son mari n'avait pas choisi de les quitter, il avait choisi de les sauver, ainsi que d'autres qu'il ne connaissait même pas, de la seule façon qu'il lui restait. Il n'a pas été vaincu par les ténèbres, il a choisi de devenir la lumière qui guiderait son fils hors de celle-ci. Les années ont passé. L'encre de l'histoire d'Étienne s'est dissoute dans le grand livre du temps. Marie Blanchard a vécu une vie longue et digne. Une vie de silence et de force tranquille. Elle a regardé son fils, Luc, grandir pour devenir un homme bon, un homme qui, ironiquement, est devenu libraire, entouré de livres et d'histoires, tout comme le père qu'il n'a jamais connu. Elle lui a donné une vie de paix, la vie qu'Étienne avait achetée pour lui avec son propre sang. Elle est morte paisiblement, dans son sommeil, à l'âge de 87 ans. Ce n'est qu'après sa mort que Luc, lui-même un homme aux cheveux gris, a trouvé ce qu'il cherchait, sans même savoir qu'il le cherchait. Au fond d'une boîte à couture, sous de vieux fuseaux de fil, il y avait deux choses. La première était la photographie, cette image qu'il avait vue tant de fois, l'image de papa, lui lisant une histoire. Elle avait toujours été la dernière photo de ton père, avant qu'il ne soit pris dans une rafle. La deuxième chose était une lettre, écrite de la main tremblante de sa mère, datée de quelques années seulement avant sa mort. Elle commençait par un nom qu'il ne reconnaissait pas, mon cher Léo. Il s'est assis et il a lu. Il a lu la vérité. Il a lu qu'il n'était pas Luc Blanchard mais Léo Martel. Il a lu que son père n'était pas une victime passive, mais un héros actif. Il a lu l'histoire du réseau Hirondelle, des faux papiers, du sacrifice de Pascal. Et il a lu le vrai secret de la photographie. Sa mère lui a expliqué. « Ce n'était pas une histoire, Léo », écrivait-elle. C'était son testament. Il te disait au revoir. Il te disait... Sois courageux, aime les livres, sois un homme bon. Il te transmettait tout son amour dans ce dernier conte, car il savait qu'il n'aurait pas le temps de te voir grandir. Je t'ai caché la vérité, non pas par honte, mais pour te protéger. Il est mort pour que tu ne sois pas le fils d'un martyr, mais simplement un garçon qui puisse grandir en paix. J'ai gardé son souvenir pour moi, pour que tu puisses avoir ton propre avenir. Léo a regardé la photographie. Pour la première fois avec des yeux qui voyaient la vérité. Il ne voyait plus un père aimant, il voyait un géant. Il voyait un homme au courage inimaginable, un homme qui, dans le moment le plus tendre de sa vie, portait le poids du monde sur ses épaules. Il a compris la force de sa mère, Élise, qui avait porté ce secret seule pendant plus de 60 ans. Il a compris son propre amour pour les mots, pour l'encre sur le papier. C'était l'héritage de son père. Le typographe silencieux vivait en lui. Cette photographie, prise dans une chambre chaude de Marseille en 1943, n'est pas un souvenir de la fin d'une vie. C'est le début d'un héritage. C'est une capsule temporelle de courage. Elle nous montre qu'au milieu de la haine et de la guerre, le plus grand acte de résistance d'Étienne n'a pas été d'imprimer de faux papiers, ni d'affronter la Gestapo. Son plus grand acte de résistance a été ce moment-là. S'asseoir, prendre son fils dans ses bras et lui lire une histoire. C'était un acte de défi. Un acte qui disait « Vous pouvez prendre mon corps, vous pouvez prendre ma vie, mais vous ne prendrez pas mon amour. Vous ne détruirez pas ce pourquoi je me bats. » C'est le véritable pouvoir d'une image. Elle ne capture pas un moment, elle préserve un choix. L'histoire d'Étienne Martel est l'histoire d'un héros invisible. Il n'y a pas de monument à son nom, pas de rue qui porte son souvenir. Son seul mémorial, c'est cette photographie, et la vie de son fils, Léo, et la vie des 7 personnes qu'il a sauvées, et les vies de leurs enfants et petits-enfants. Son sacrifice silencieux est devenu un arbre de vie. La leçon qu'Étienne nous laisse est que le vrai courage n'est pas l'absence de peur. Le vrai courage, c'est ce que vous faites malgré la peur. C'est l'amour qui devient si puissant qu'il éclipse votre propre survie. C'est la décision de protéger l'innocence, même si cela vous coûte tout. En regardant cette image une dernière fois, posez-vous ces questions. Quel sacrifice silencieux, invisible, pensez-vous que les générations avant vous ont fait pour que vous puissiez vivre la vie que vous avez aujourd'hui? L'histoire d'Étienne est définie par un choix entre protéger sa propre famille et protéger des inconnus. Pensez-vous qu'il a fait le bon choix? Avez-vous un objet,
une photo qui a changé complètement de signification pour vous après en avoir appris la véritable histoire, si vous avez été touché par le sacrifice silencieux d'Étienne et le courage d'Élise, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, commentez avec le mot-clé secret « l'hirondelle ». C'est notre façon d'honorer ceux qui, comme lui, ont volé face à la tempête pour protéger les autres. N'oubliez pas d'où nous venons. Si vous croyez que ces histoires doivent être racontées, si vous voulez continuer à donner une voix à ces héros invisibles, abonnez-vous à la chaîne. Appuyez sur j'aime pour que cette histoire touche plus de monde et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir du pouvoir du courage silencieux. Et maintenant, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran. C'est une autre photographie, un autre secret qui vous attend. Merci d'avoir gardé cette mémoire vivante avec nous.